Bonjour à toutes et à tous. Bon, il est l'heure de commencer, alors allons-y. Je crois qu'il n'y a plus personne qui arrive, me semble-t-il. Alors donc aujourd'hui, pour commencer, je vais consacrer un petit peu de temps à finir mon topo sur la Russie soviétique. Il me restait le 4e et 5e point, mais ça sera assez court quand même, hein, ça ne va pas durer éternellement, mais je tenais quand même à le finir. Et puis j'embrayerai sur l'Allemagne, hein, que j'avais prévu de faire en entier aujourd'hui, mais compte tenu du décalage, j'essaierai de bloquer un peu tout ça. Alors donc, vous voyez le titre, hein, l'urbanisme en débat, quelle ville pour une société nouvelle, puisque en effet, la problématique qui se pose à ce moment-là, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est peut-on imaginer à ce moment de l'histoire de la Russie où apparemment on est en train de construire une société nouvelle avec un homme nouveau, comment les urbanistes et les architectes peuvent-ils se situer dans ce questionnement et dans ce projet un peu prométhéen, on va dire, hein, de transformation du monde quasiment, puisque je vous rappelle quand même que pour les idéologues, on va dire, les doctrinaires du marxisme, la révolution qu'ils espèrent, elle doit être mondiale, hein, elle ne se limite pas à un seul pays. Donc c'est vraiment un projet, on pourrait dire, prométhéen de transformation du monde, dont la Russie serait l'amorce en quelque sorte. Ceci étant dit, concrètement, on a vu que la semaine dernière, des architectes comme Gainsbourg, par exemple, les frères Vesnine, imaginent des constructions qui correspondent à ce projet sous la forme des clubs ouvriers qui se multiplient dans les grandes villes et l'expérience des habitats collectifs, j'ai oublié le nom maintenant, enfin, bref, de ces expériences d'habitat collectif à service partagé qui serviront un petit peu de modèle à Le Corbusier un peu plus tard. Donc maintenant, nous allons voir de façon un peu plus large comment ces mêmes architectes conçoivent cette fois l'espace urbain, au-delà des simples expériences ponctuelles. Et il se trouve que précisément, à ce moment-là, à partir de 1926-27, avec la fin de la période qu'on appelait la NEP, la nouvelle politique économique, qui a été une période de transition entre le communisme de guerre, qui se termine en 21, et le premier plan quinquennal, qui commence en 27, pendant ces 5-6 années, le gouvernement bolchevique a décidé d'assouplir son communisme de guerre, de laisser de nouveau prospérer un secteur privé, de concevoir en quelque sorte une sorte d'économie mixte, avec un secteur étatique et collectivisé et un secteur privé qui resterait libre. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle politique économique, la NEP. Ça se termine avec la mise en place, la décision par le Politburo, dirigé par Staline à ce moment-là, de passer à une phase nouvelle de la construction du socialisme, qui est donc la mise en place de plans quinquennaux destinés à industrialiser, à marche forcée le pays et à le hisser au rang des grandes puissances industrielles, en même temps qu'on va procéder à la collectivisation des terres. C'est à ce moment-là que s'engage la politique vraiment généralisée des kolkhozes, qui va faire pas mal de dégâts dans les campagnes de Russie et d'Ukraine en particulier. Et ça s'accompagne donc de la construction d'un grand nombre de villes nouvelles, puisque on peut estimer que plusieurs centaines d'agglomérations urbaines, on va dire pour employer un mot large, vont être édifiées à ce moment-là dans les différentes régions où le régime décide d'implanter des industries nouvelles, en particulier l'Ukraine, mais aussi l'Oural, la Sibérie, qui vont devenir les régions où en priorité vont se faire ces nouvelles implantations industrielles. Et on a donc un modèle de ville-usine qui se met en place, dans lequel justement les urbanistes sont appelés à donner leur point de vue et à proposer des formules qui peuvent ouvrir le champ à une politique nouvelle en matière urbaine. D'où les débats qui ne sont pas nouveaux, mais qui vont être réactivés
entre ce qu'on va appeler les désurbanistes et les urbanistes. C'est-à-dire qu'on va retrouver là, à propos de ces implantations nouvelles, les débats que nous avons abordés au XIXe siècle entre ceux qui, ceux qui souhaitaient qu'on tourne le dos à l'urbanisation sauvage générée par la révolution industrielle et que l'on essaie d'imaginer des formules de mariage entre la ville et la campagne. Rappelez-vous les théories en Angleterre en particulier, c'est comme ça qu'on est arrivé à la Cité-Jardin par exemple. On va retrouver dans cette URSS-là, puisque désormais le pays s'appelle officiellement l'URSS depuis 24 si je me souviens bien, donc ce n'est plus la Russie soviétique, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques officiellement à ce moment-là. Dans ce pays donc va se renouveler ce vaste débat sur que faut-il faire des villes héritées du passé, faut-il les conserver, faut-il les développer, ou au contraire faut-il leur tourner le dos et envisager vraiment un nouveau type de ville. Voilà les débats qui agitent cette avant-garde architecturale et urbaine de cette époque-là. C'est donc dans ce cadre-là que le régime décide de multiplier les implantations industrielles et donc va procéder à la mise en place d'industries qui sont avant tout des industries lourdes, fondées sur l'exploitation des bassins houillers, de l'hydroélectricité, des gisements miniers, puisque dans l'esprit des planificateurs de l'industrie de cette époque-là, c'est d'abord l'industrie qu'ils appellent l'industrie lourde, la sidérurgie, la mécanique, qui doit présider à l'essor général de l'économie et qui, plus tard, permettra d'imaginer des fabrications légères à destination directe de la population. Mais dans un premier temps, c'est l'industrie lourde qui sera privilégiée. Et en particulier, et là on va rejoindre un peu l'actualité d'aujourd'hui, en particulier l'Ukraine, qui va devenir vraiment la région du pays qui va être le plus, qui va être le moteur de cette industrialisation nouvelle. L'Ukraine n'est pas totalement, il y a de l'industrie qui existe déjà en Ukraine, en particulier dans le bassin du Donbass, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a déjà des mines de charbon et il y a déjà une industrie installée, mais elle va connaître un second souffle maintenant, dans les années 20, à partir des années 20, avec ce nouveau plan. Et là, vous voyez en particulier à Kharkov, ville ô combien d'actualité, qui est bombardée au quotidien en ce moment, qui est devenue à ce moment-là la capitale administrative et industrielle de l'Ukraine, plus que Kiev, qui est à l'ouest de l'Ukraine. Et donc Kharkov va bénéficier d'investissements massifs et devenir un des pôles industriels de cette Ukraine. Vous avez là un bâtiment tout à fait remarquable qui est construit à ce moment-là, et je crois, d'après mes informations, qu'il est toujours debout, malgré les bombardements actuels. Et il est considéré comme un des plus intéressants édifices construits dans les années 20 dans le monde. Il est reconnu comme vraiment quelque chose d'absolument remarquable. C'était le siège donc de la planification de l'industrie en Ukraine. Très bel édifice. Et c'est à ce moment-là que l'Ukraine va voir se multiplier des chantiers, les grands chantiers du communisme, c'est comme ça qu'on les appelle, les chantiers qui vont être utilisés également par le régime comme une arme de propagande pour montrer ses capacités à moderniser le pays. C'est en particulier à cette époque-là que le fameux Dniepr va être équipé par de grands barrages, et surtout le premier de ces grands barrages qui va devenir emblématique du régime, c'est le Dnieproges, dont vous voyez une photo du chantier en construction, qui va être choisi par le régime pour être la centrale hydroélectrique la plus puissante du pays, et même, on dit, du monde à ce moment-là, sur un fleuve quand même, qui est un fleuve très puissant. Le Dniepr, c'est vraiment un fleuve géant. Et le régime donc choisit de faire de ce barrage un emblème du régime, au même titre que, on pourrait dire, le réseau de chemin de fer. Vous savez qu'il y a comme ça une symbolique qui va être
qu'on va retrouver dans l'iconographie du régime, la locomotive lancée sur ses rails, le réseau hydroélectrique qui traverse le pays, et les barrages qui vont symboliser la nouvelle puissance industrielle de l'URSS. Ce barrage-là, donc, va être utilisé, vous le voyez sur les affiches, hein, on a parlé de l'utilisation des constructivistes par les constructivistes de leur talent au service du régime. En voilà un bel exemple de cette utilisation dans le cadre de l'agit-prop dont on parlait dans les années 20, de ces réalisations du régime qui vont faire l'objet d'un véritable culte à l'international y compris. Ça va devenir un peu les emblèmes du régime et la preuve que se construit effectivement le socialisme ou le communisme dans ce pays. Voici une carte, quand même, parce qu'il faut quand même un petit peu regarder très concrètement. Vous voyez ici, ça c'est une carte de l'Ukraine d'aujourd'hui. L'Ukraine de l'époque, elle n'a pas tout à fait la même allure. Hein. Ici, l'ouest de l'Ukraine, à l'époque, c'est la Pologne. Hein. Lvov, Lviv, c'est en Ukraine aujourd'hui, mais c'était dans la Pologne des années 30. Donc tout l'ouest ici de l'Ukraine ne faisait pas partie de la République socialiste d'Ukraine. Voilà le cours du Dniepr, qui, vous le savez, est au centre du conflit aujourd'hui. Et voilà l'emplacement précis, ici, du barrage, de ce premier grand barrage qu'on appelle le Dnieproges, donc, en amont de la ville de Zaporizhzhia. Hein, Zaporizhzhia, où se trouve aujourd'hui la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sur les bords du Dniepr, et précisément refroidie par les eaux de ces barrages sur le Dniepr. Le premier donc, est construit à ce moment-là, et puis plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, il y aura la construction d'autres barrages géants, dont celui-ci, celui de Kakhovka, c'est celui qui a démoli Poutine l'année dernière. Hein, vous avez tous vu des images hein, de ce barrage qui a été donc ébréché de manière à ce que le lac se vide pour essayer d'empêcher l'offensive de l'armée ukrainienne vers le sud. Donc voilà l'endroit précis où se trouve. Et le Donbass est ici. Hein, voilà le Donbass, voilà Kharkov en russe, Kharkiv en ukrainien, ici, tout près de la frontière de la Russie aujourd'hui, et qui est donc considéré un peu comme la capitale industrielle du pays. Au passage, vous voyez, bon, la bataille de Donetsk, en ce moment, ben Donetsk, sachez que ça fait partie de ces villes qui ont connu un très fort développement à ce moment-là, et qui a pris le nom de Stalino. Avant d'être Donetsk, elle s'appelait Stalino avant la guerre, et après la guerre jusqu'à la déstalinisation des années 50. Je cite cette région du Donbass parce que, précisément, dans cette région, qui va être l'objet de la planification, il va y avoir la multiplication de villes nouvelles, et que vont se poser précisément les questions autour de quel type de ville nous voulons. Voilà, à propos du Dnieproges, ce qui lui est arrivé, puisque ce malheureux barrage, il y avait à peine 10 ans à peu près qu'il était terminé, en 1932, par là, quand, évidemment, à l'été 1941, avec l'opération Barbarossa, les armées allemandes pénètrent en Ukraine et se dirigent tout droit vers l'Est, dans un premier temps, et à ce moment-là, le régime décide, lui aussi, de démolir une partie du barrage de manière à freiner l'avance des troupes allemandes en Ukraine. Et elle est paralysée en partie. Au passage, Staline n'a averti personne. Et l'armée a procédé à l'ouverture du barrage, sans avertir, bien entendu, la population qui vivait là, à la manière stalinienne, ce qui fait que le flot qui a dévalé de ce barrage pendant, donc, à la fin de l'été 1941, a englouti plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein. Bon, voilà, ça c'est la politique stalinienne. Il a englouti quelques milliers de soldats allemands, mais surtout plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens, qui n'ont pas été du tout avertis de ce qui se tramait. À la fin de la guerre, ce barrage a été reconstruit, comme vous le voyez sur la photo qui est là, et il est de nouveau redevenu un des objets de la propagande du régime, de même que les nouveaux barrages qui ont été construits sur le fleuve. Je rappelle tout ça pour vous montrer un peu l'actualité et la continuité un petit peu aussi pour les Ukrainiens de cette histoire-là. Hein.
N'oubliez pas non plus qu'à ce même moment, à partir de 1932, lorsque Staline a décidé de la collectivisation intégrale des terres, c'est le moment où en Ukraine, qui était la partie où il y avait la paysannerie la plus développée, la plus nombreuse de tout le pays, le régime a décidé de procéder à une collectivisation intégrale et forcée et a provoqué la famine bien connue qui s'appelle l'Holodomor, qui a été maintenant abondamment documentée et qui a été une volonté politique délibérée d'affamer les paysans ukrainiens, de les mettre à mort, littéralement, de les mettre à mort. C'est une guerre menée contre la paysannerie, qui, sous prétexte de lutte contre les koulaks, en fait, visait l'intégralité de la population paysanne d'Ukraine. On évalue les victimes à plusieurs millions de morts pendant ces années 32-34. Voilà, ça c'est le contexte de l'Ukraine qu'il faut se rappeler pour comprendre pas mal de choses aussi sur les relations entre l'Ukraine et la Russie. Revenons à notre question urbaine. Parmi les projets qui ont été soumis à débat, il y a eu celui-ci qui est le fruit donc, du travail et de la réflexion de Nikolai Milioutin, lui-même haut dirigeant soviétique, au sein du ministère des Finances, si vous voulez, mais qui avait une formation d'urbaniste et d'architecte. Et il a donc proposé un schéma général de ville soviétique qu'il appelait Sotsgorod, littéralement Sotsgorod, ça veut dire ville soviétique. Et le modèle qu'il a choisi, c'est une sorte de, on pourrait appeler ça une cité linéaire à la soviétique. Vous vous rappelez qu'on a vu dans un cours précédent le modèle de la cité linéaire imaginé en Espagne, à Madrid, par Arturo Soria, et qui était une sorte de ruban urbain destiné à faire une liaison entre diverses bourgades, formant une sorte de ceinture autour de Madrid. C'est un petit peu ce même esprit qui préside à ce projet de ville, je dirais en forme de ruban, voilà, qui était conçu pour s'étirer sur plusieurs kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres selon la taille de la ville considérée ou envisagée, et qui était conçu comme un schéma rationnel permettant à la fois de préserver le mode de vie des gens et de leur faciliter la vie. Par exemple, vous voyez qu'il y avait dans ce schéma théorique, il y avait voilà ici le fleuve par exemple, et puis le numéro 1 c'est la voie ferrée qui dessert en deux la zone industrielle qui lui est connectée directement. Puis un peu plus loin, la bande numéro 3, c'est une zone verte qui fait figure de tampon entre la zone industrielle, la zone dévolue aux industries qui sont par nature polluantes, et la zone d'habitation que vous voyez ici, déclinée en différents modèles, petit a, petit b, petit c, d'habitat, différenciés, pas uniquement un même type d'immeuble, et au-delà, une zone de loisirs avec des installations sportives, des zones de promenade, etc. Et puis, enfin, on arrivait ici à l'espace agricole proprement dit. Donc, vous voyez, un souci à la fois de fonctionnalité bien établie, mais en même temps, le souci de rendre la vie des ouvriers et des employés assez facile, puisque c'était conçu pour que les gens n'aient pas à parcourir plus de 20 minutes à demi-heure, vous voyez, de marche entre leur lieu d'habitation et leur lieu de travail. Donc il y avait cet esprit-là qui présidait à ce projet de ville de type ruban, ville ruban on va dire, de ce moment-là. Alors, ça c'est le schéma théorique, ça a été plus ou moins appliqué à des situations concrètes. Je vous montre là 3 exemples de villes qui vont connaître une sorte d'application de ce schéma de ruban ou de ville linéaire. Magnitogorsk est précisément une ville entièrement nouvelle qui est créée en Oural, qui devient une des grandes régions industrielles autour de ces minerais de fer en particulier. Le nom l'indique, Magnitogorsk, c'est la montagne magnétique, la montagne du fer, où l'on voit un petit peu le schéma de Milioutin adapté à une situation concrète. Dans le cas de Stalingrad, alors là c'est beaucoup plus net, on voit bien que la ville nouvelle de Stalingrad
qui s'appelait Tsaritsyn avant, et qui est débaptisé pour prendre le nom du chef suprême Staline, Stalingrad, que le monde entier connaîtra, connaîtra le nom à partir de la bataille de 1942. Il faudrait orienter la carte à 90 degrés. Hein. Le nord est là et le sud est là. Donc, et vous voyez comment la ville est construite sur un ruban qui fait à peu près 70 km de long quand même. Stalingrad, c'était à peu près 60-70 km en bordure de la Volga. C'est là-dedans que va se dérouler la fameuse bataille à partir de l'automne 1942. Et précisément, les Allemands, ils essaieront de conquérir pas à pas chacune des bandes de peuplement, vous voyez, que constitue la ville. Et finalement, ils arriveront à pénétrer jusque par là, et puis ils n'y arriveront pas plus loin. Et c'est là que se jouera le sort de la Russie et un peu en grande partie le nôtre, hein, dans cette zone-là, en bordure de la Volga, qui est restée libre de navigation et qui permettait à l'armée rouge d'être approvisionnée par le fleuve, tandis que tout l'ouest était bloqué par les Allemands. Donc, de cette manière, on pourrait dire que le schéma urbain adopté a servi en partie tactiquement l'armée rouge dans sa défense de la ville. Et puis, autre exemple, vous voyez ici, Nijni Novgorod, qui est une ville qui est à l'est de Moscou, sur la Volga, et qui également adopte, vous le voyez très bien, ce schéma de ville linéaire, de ville en ruban, tel que proposé par Mignoutine. Donc, vous voyez que là, en particulier, les propositions des urbanistes d'avant-garde, on pourrait dire, trouvent une certaine application dans le pays. Mais au-delà de ça, ce qui se passe aussi très concrètement, c'est que avec le triomphe du stalinisme, c'est aussi un certain type d'architecture qui va prendre le pas sur ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire, autant vous avez vu les extraordinaires propositions novatrices de cette avant-garde russe des années 20, autant on va voir rapidement s'installer, avec ce tournant des années 30, un nouveau type d'architecture, enfin nouveau si l'on veut, une architecture largement inspirée du monumental néoclassique en gros, hein, on va dire, pour simplifier, l'architecture stalinienne, dite stalinienne, va être surtout va prendre comme modèle principalement le néoclassique et l'étendre à grande échelle dans tout le pays. Donc on va passer de l'époque du constructivisme à celle du réalisme socialiste, tel qu'il va être défini à ce moment-là par les idéologues du parti, en particulier Zhdanov, qui va devenir le grand théoricien du réalisme socialiste. Donc on va tourner le dos à tous les excès de l'avant-garde et on va revenir à des choses plus classiques. Et c'est ainsi que ça va être présenté par les dirigeants soviétiques de l'époque. Et le grand tournant en matière d'architecture va se faire autour du projet de construction du Palais des Soviets qui a lieu en 1931 et qui avait donc pour projet de construire à Moscou, au centre de Moscou, un énorme bâtiment qui aurait abrité donc le congrès des soviets, puisque officiellement l'URSS est bâtie sur les soviets. Hein, ça a toujours, la démocratie soviétique fonctionne officiellement, donc il y a toujours des élections au niveau local, au niveau régional, au niveau des différentes républiques, jusqu'à l'État central. Il y a comme ça une pyramide de soviets qui officiellement représente le pouvoir du peuple, hein, puisque les soviets c'était à l'origine le peuple qui s'organisait. Donc le schéma théorique est toujours en place et donc il convient de construire quelque part dans la capitale un bâtiment abritant annuellement le fameux congrès des soviets et entre-temps d'autres assemblées. Alors il faut donc concevoir un bâtiment à la mesure du pays. Alors là, on ne lésine pas sur les moyens. Vous voyez le projet lauréat qui résulte d'un concours international. Enfin, dans un premier temps, on a fait un concours national réservé aux architectes de l'Union soviétique. On a fait une première sélection. Et là, on a invité les architectes internationaux à concourir. Et c'est dans ces circonstances-là que Le Corbusier a proposé son propre projet, tout à fait novateur et assez extraordinaire,
de bâtiments pour abriter le programme. Le programme, c'est avant tout deux assemblées, 2 salles d'assemblée et les installations annexes. Le projet lauréat a été attribué finalement au 3e tour, évidemment après intervention du grand chef, à Boris Youfant. Donc ce choix est tout à fait symptomatique de ce qu'est la volonté de Staline de promouvoir une architecture tout à fait inspirée par le monumentalisme néoclassique. Ce bâtiment devait avoir quand même 400 mètres de haut. Il devait être le plus grand, le plus haut bâtiment du monde à ce moment-là. Il n'était pas question que les Américains continuent à avoir le ruban bleu du plus haut bâtiment du monde avec l'Empire State Building qui vient d'être inauguré à ce moment-là, 1932. Donc il s'agit un peu de faire la nique aux Américains et de construire quelque chose d'encore plus grandiose. Ça devait être surmonté par une statue absolument géante de Lénine, dominant le tout. Voilà un petit peu une idée de ce projet absolument délirant. Il parle d'une énorme wedding cake qui devait se dresser dans le ciel de Moscou. Voilà comment c'était conçu, avec des salles, vous voyez, qui étaient appelées à accueillir les différents congrès et réunions. Alors, voilà des images de la maquette proposée par Le Corbusier, pour que vous voyez par contraste qu'on est vraiment. J'ai pris exactement cet exemple-là pour vous montrer à quel point on s'éloigne complètement de l'esthétique moderniste qui, à ce moment-là, est en train de prendre son essor et où le mouvement moderne en Occident, en Europe occidentale en particulier, se développe. Donc, vous voyez un peu le contraste entre les différentes propositions. Voilà, avec en particulier, je vous attire votre attention sur le caractère novateur de ce type d'architecture, avec en particulier ici ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu comme les ponts à haubans d'aujourd'hui, vous voyez, avec des arcs qui soutiennent le tablier par des câbles tendus comme des haubans de marine. Voilà le projet corbusien qui était pour le coup tout à fait novateur en termes techniques et en termes également de conception générale d'un bâtiment. Ça a été finalement écarté et voilà, la décision est prise. Mais où va s'installer ce palais des soviets? En face du Kremlin, en gros, de l'autre côté de la Neva. Donc vous voyez ici une photo prise du site qui était prévu pour installer cette énorme pâtisserie. Et il se trouve que malheureusement, en face, il y avait une église du Saint-Sauveur qui était un peu la cathédrale de Moscou, on va dire, pour l'église orthodoxe. Vous connaissez tous Saint-Basile sur la place Rouge. C'est pas la cathédrale de Moscou. Le siège de la cathédrale, c'était l'église du Saint-Sauveur. En tout cas, voilà ce qui lui arrive le 5 décembre 1931. On est en pleine période de campagne contre l'église orthodoxe. Et donc, comme des milliers d'autres églises dans le pays, l'église Saint-Sauveur, elle saute à la dynamite le 5 décembre 1931 pour faire place au palais des soviets. Malheureusement, le chantier va démarrer, on va commencer à couler les premiers bétons, à installer les premières ferrailles, etc. Tout ça prend du temps et on va se retrouver finalement au moment de la guerre avec juste les fondations, mais en même temps les ingénieurs s'arrachaient les cheveux parce que pour faire tenir ce bâtiment avec ses milliers de tonnes sur les bords de la Neva, c'était quand même un tour de force. Donc on ne sait pas si ça aurait pu être construit. En tout cas, le chantier est abandonné et lorsque finalement la guerre arrive, on récupère même la ferraille qui a servi à bétonner les fondations pour construire des chars d'assaut ou des défenses contre les blindés allemands. Et du coup, ce terrain va rester comme ça à l'abandon. Et finalement, le temps passant, on va arriver à l'ère post-soviétique. Et en 1995, si je me souviens bien, lorsque Boris Yeltsin est au pouvoir en Russie, c'est lui qui décide de reconstruire la nouvelle église Saint-Sauveur. Et je vous laisse deviner qui c'est qui l'inaugure, 5 ans après, Vladimirovitch
Poutine. C'est lui qui a inauguré la nouvelle église du Saint-Sauveur, scellant par là, symboliquement, son dirigeant, le célèbre Kirill, le désormais célèbre Kirill. Donc, là aussi, vous voyez, l'histoire au long cours, c'est intéressant à étudier les relations entre l'architecture et l'histoire à ce niveau-là. L'eau de consolation pour Corbu à Moscou, il a été refusé pour le congrès des soviets, pour le bâtiment des soviets, mais on lui va lui accorder la construction d'un bâtiment encore très moderne, le Centro Soyouz, c'est-à-dire le centre des coopératives, les coopératives de consommation, qui va être construit parallèlement, vous voyez le chantier en cours dans les rues de Moscou, qui contraste singulièrement avec le paysage moscovite de l'époque. Et le voilà, il est toujours en place. C'est un très beau bâtiment qui est bien conservé et qui est tout à fait dans un bon état aujourd'hui, dans le Moscou actuel. Et je prolonge mon propos à propos de l'architecture stalinienne avec ce qui va frapper beaucoup l'opinion à ce moment-là, en France et en Europe, c'est le pavillon soviétique de 1937, de l'Expo de Paris de 1937, où le même architecte, Boris Youfan, est devenu, vous le voyez, un peu l'architecte officiel de l'Union soviétique, puisqu'on lui confie ce pavillon. Rappelez-vous que la semaine dernière, je vous ai montré le petit pavillon de Melnikov à l'Expo des Arts Déco de 1925. Vous vous rappelez la modernité de ce pavillon? Vous voyez où on en est, 12 ans après. C'était en 25, Melnikov. Là, on est en 37. 12 ans après, voilà ce que propose l'URSS comme image de sa modernité. Et là, vous voyez ce que veut dire l'esthétique réalisme socialiste. Là, le fameux groupe que tout le monde connaît de l'ouvrier et de la kolkhozienne, que vous pouvez voir aujourd'hui à Moscou. Si vous allez à Moscou, il y a une visite s'impose, c'est le pavillon des réalisations soviétiques, où l'on montre les principales réalisations qui ont fait l'orgueil de l'ex-Union soviétique. On y voit le petit Spoutnik, vous voyez, le premier Spoutnik de 57, si je ne me trompe pas. Et on y trouve ce groupe sculpté. Alors c'est assez impressionnant de se trouver devant le groupe sculpté de plusieurs mètres de haut qui figurait en haut de ce pavillon. Et voilà le contexte aussi qui est intéressant, parce que, évidemment, tout le monde se rappelle que ce qui a beaucoup frappé à l'époque, les deux pavillons les plus éminents de l'exposition et qui se faisaient face à face, comme un face-à-face un petit peu prémonitoire de ce qui allait s'accomplir quelques années après, le pavillon de l'Union soviétique d'un côté et le pavillon de l'Allemagne nazie de l'autre, qui a été construit par Albert Speer, dont je vais parler après, qui est l'architecte officiel, disons, d'Hitler à ce moment-là. Affrontement prémonitoire, comme le montre cette photo, vous voyez, où les deux pavillons semblent vraiment se narguer en bordure de Seine. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire à propos de l'URSS de cette époque-là et de ce grand virage de l'esthétique et de l'expressionnisme au Troisième Reich. Donc on va retrouver la même période depuis la guerre de 14 en gros jusqu'aux années 30 et la victoire d'Hitler et l'instauration du Troisième Reich. Alors, toujours dans mes conseils de lecture, si parmi vous il y en a qui veulent approfondir cette question, je peux vous conseiller ce livre, D'une apocalypse à l'autre, de Lionel Richard. Vous voyez, là peut-être vous ne le lisez pas bien, je ne sais pas si, sur l'Allemagne et ses productions intellectuelles de la fin du 19e siècle aux années 30. Donc c'est un livre tout à fait remarquable sur les grands courants de pensée et artistiques de l'Allemagne, qui a été au cœur quand même de la culture européenne pendant ces années-là, depuis la fin du 19e siècle, et surtout à la veille de la guerre de 14, et jusqu'à l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. J'en ai profité aussi pour vous rappeler ce livre que j'avais moi-même abondamment, du même auteur, c'est pour ça que je les ai rapprochés, Lionel Richard. Si vous avez le bonheur de tomber quelque part sur Internet sur ce livre qui n'est plus édité, mais qui est un livre de grande valeur, Encyclopédie du Bauhaus,
Prenez-le, c'est vraiment un bouquin tout à fait intéressant, très complet et très bien rédigé sur l'ensemble de l'histoire du Bauhaus. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux ouvrages qui m'ont servi à moi, c'est pour ça que je vous les montre, parce que ça m'a beaucoup servi pour préparer mes topos. Alors, ce que je voulais dire en premier lieu, à propos de l'Allemagne, c'est que s'il y a un pays où la place de la grande ville, la métropole des temps nouveaux, est importante, c'est bien l'Allemagne. C'est probablement le pays où il y a eu une véritable fascination, c'est pour ça que j'ai mis le mot, la fascination pour le thème de la grande ville et de son influence sur, désormais, l'histoire de l'homme et les transformations que ça entraîne. Il y a eu une véritable, une fascination qui se traduit à la fois dans la peinture, mais aussi dans le cinéma, comme je vais essayer de vous le montrer rapidement. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais il me paraît important d'esquisser un petit peu ce panorama en arrière-fond de ce qu'on va voir sur les questions d'architecture et d'urbanisme. Vous voyez par exemple cette toile absolument extraordinaire de Georges Gross, qui est de 1916, qui s'intitule Métropolis, et qui montre un petit peu la frénésie, la convulsion de la grande ville moderne, sous-entendu un peu Berlin, parce que Berlin est devenu, à ce moment-là, la grande métropole du XXe siècle, avec son industrialisation très rapide et également la construction de quartiers nouveaux qui vont faire que cette ville, qui n'était jusque-là qu'une ville, on pourrait dire secondaire sur le plan démographique, va devenir la première ville allemande et la troisième ville du monde. Lorsque le Grand Berlin est constitué, dans ses limites administratives de 1920, il y a à peu près 4 millions d'habitants dans ce Grand Berlin. Et à l'époque, c'est pratiquement la troisième ville du monde après New York et Londres, vous voyez, et ou à égalité avec Paris et la région parisienne. Mais surtout, c'est la ville moderne. C'est la ville moderne, beaucoup plus que Paris. Autant Paris a été symboliquement la ville de la modernité du XIXe siècle, comme j'ai essayé de vous le montrer avec les travaux haussmanniens, c'est Berlin qui prend le dessus à ce moment-là et qui symbolise vraiment la modernité en marche du XXe siècle. Et donc, les artistes ont été très sensibles à ce côté-là. Voilà un autre exemple. Alors, j'ai oublié de dire Georges Gross, peut-être vous le connaissez, c'est quand même un artiste allemand assez connu. Il a été tour à tour, on pourrait dire, expressionniste, et puis surtout, au lendemain de la guerre, il a été un peintre qu'on a classé dans le courant qu'on appelle la nouvelle objectivité, et qui a qui a fait énormément de toiles qui montrent un petit peu la misère de l'Allemagne et les dégâts de la guerre, en quelque sorte, au lendemain de la guerre 14-18, dans les rues de Berlin notamment, et qui va devenir un des artistes les plus engagés dans son art à ce moment-là. Deuxième exemple, Paul Citroën, qui n'a rien à voir avec la firme automobile, hein. C'est son homonyme, mais c'est un peintre et adepte du photomontage et du collage. Vous voyez un très bel exemple ici de montage et collage, qui est une technique nouvelle à ce moment-là, qui consiste à prélever dans des images existantes et à réunir ensemble, sous forme de montage, des morceaux comme ça, qui vont constituer une composition. Ce processus de collage a été initié par les cubistes. Hein. On considère que c'est Picasso en particulier qui est le premier artiste du XXe siècle à pratiquer le collage. Mais cette technique se répand partout dans l'avant-garde européenne, et en particulier ici chez les dadaïstes. Hein. Paul Citroën peut être rattaché au courant Dada qui est né pendant la guerre de 14, vous le savez, qui surtout va exploser au lendemain de la guerre, dans les premières années de la guerre, en Allemagne notamment. Voilà un bon exemple également de cette représentation de la ville et de son tumulte incessant, de son paysage nouveau, très présent. Autre exemple, autre artiste très important, Kirchner, qui est un des leaders du courant expressionniste avant la guerre de 14, qui fonde à Dresde le petit groupe d'artistes
qu'on classera parmi les expressionnistes et qui va prendre le nom de Die Brücke, le pont, et qui est donc un des artistes majeurs de la scène artistique allemande d'avant la guerre de 14. Et qui, vous le voyez, lui aussi a été profondément imprégné par l'atmosphère de la grande métropole qui est devenue Berlin, avec ici ce tableau célèbre qui se trouve, je crois, à New York aujourd'hui, voilà, au moment, qui est la Potsdamer Platz, la célèbre Potsdamer Platz, qui est considéré un peu comme le carrefour principal de Berlin à l'époque, et qui va fasciner beaucoup les artistes par le mouvement perpétuel engendré par la circulation dans ce lieu où se croisent de façon incessante, en permanence, tramways, voitures, piétons bien sûr, circulation étourdissante qui symbolise la vitalité du nouveau Berlin de l'époque. Je signale au passage que c'est ici, là, cette espèce de sémaphore, qui est en fait le premier feu rouge européen, le premier feu rouge tricolore, vous voyez, qui est installé précisément dans ce lieu-là, parce que c'était devenu tellement ingérable la circulation qu'il a fallu trouver un moyen de la gérer. Et on a inventé donc le sémaphore pour organiser la circulation dans ce carrefour très animé de Berlin. Ce qui m'amène à parler, ce que vous venez de voir là, en fait, ce n'est pas une photo, c'est un photogramme, c'est-à-dire c'est un extrait d'un film. De ce film-là, qui est très intéressant à voir, si vous avez l'occasion de le voir, Berlin, symphonie d'une grande ville, de Walter Ruttmann, qui est absolument prodigieux. Bon, évidemment, le cinéma des années 20 aujourd'hui paraît très lointain, c'est il y a un siècle, et c'est un cinéma muet mais sonore. Hein. Muet ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son. On ne parle pas, mais il y a de la musique, en particulier. Et il y a aussi du bruit. Donc, c'est pas du tout un cinéma silencieux, le cinéma muet. Et là, quand on voit ce film, on s'aperçoit que la composition musicale qui a été faite pour accompagner ce film est absolument extraordinaire. Et elle participe, vous le voyez écrit en bas, hein, il y a une symphonie qui a été composée par Edmund Meisel et qui vraiment souligne encore le rythme de ce film. L'intérêt de ce film, c'est un film de montage en fait, qui montre à partir d'images filmées ou fixes le rythme de la grande ville et qui est accompagné par la musique. C'est vraiment un film tout à fait étonnant. Si vous avez l'occasion de le voir ou de le voir sur un site internet ou comme ça, ne le manquez pas, c'est vraiment un film à connaître. On pourrait le mettre en parallèle avec à peu près à la même année, 1927, si je ne me trompe pas, le film dont je vous ai cité le titre la semaine dernière, L'homme à la caméra, de Dziga Vertov, qui est le film qui montre une journée à Odessa, du matin au soir, et qui également essaie, par son montage frénétique, de montrer le rythme de la ville qui démarre, qui s'amplifie, qui arrive à son apogée et puis qui décline vers le soir. Et c'est un film de montage, là également, tout à fait extraordinaire. C'est vraiment à voir en parallèle, si vous avez l'occasion, vous allez voir là, à mon avis, deux chefs-d'œuvre des années 20. Voilà quelques photogrammes tirés de ce film pour vous montrer que c'est bien un film de montage. On est vraiment dans le travail de montage, de collage, on pourrait dire presque, qui est en œuvre à ce moment-là et qui est devenu une des techniques les plus utilisées par les créateurs à ce moment-là. Vous voyez ? Quelques images. Et puis on arrive évidemment à ce chef-d'œuvre du cinéma qui est Metropolis. Alors s'il y a fascination pour la grande ville, c'est bien dans ce film-là. Ce film est donc qui est de 1926, si je ne me trompe pas. Vous savez tous que c'est une des œuvres de Fritz Lang. Et il est épaulé pour le scénario par celle qui est son épouse à ce moment-là, Thea von Harbou, qui est écrivaine, scénariste. En fait, elle a diverses flèches à son arc, mais elle est surtout écrivaine. Elle écrit des romans, des nouvelles, et elle a donc élaboré le scénario de ce film
je pense que vous le connaissez tous, non? Vous avez vu, ou des extraits qui sont connus. C'est un peu une dystopie, hein, sur la grande ville précisément, puisque le scénario du film, avec ces images bien connues, une évocation de la métropole état moderne, le film est censé se situer un siècle après la réalisation diffusée, vers 2000, justement à notre époque, vers 2026 ou comme ça. Vous voyez, c'est ça le scénario du film. Un siècle après qu'est devenue la grande ville. C'est la métropolis d'état moderne. Alors, ce film est un peu à la racine de beaucoup de films de science-fiction d'aujourd'hui. Hein. Pensez à Blade Runner, par exemple, ou d'autres films dans ce genre-là, qui puisent une partie de leur inspiration et de leur esthétique dans les travaux de Fritz Lang. Voilà, avec également la métaphore de la tour de Babel qui hante ce film, avec sa possible destruction, comme dans la prophétie biblique. Métropolis évoque donc l'existence, la juxtaposition de deux univers. La ville du haut, la ville de l'aristocratie qui jouit de la vie et des plaisirs de la vie, dans cette tour de Babel, cette métropolis moderne, autour de son créateur, et en bas, la ville souterraine, la ville des esclaves des temps modernes, qui triment tous les jours pour faire tourner la machine géante que constitue Métropolis. Et là, il y a aussi des plans célèbres qui ont souvent été repris ou évoqués dans d'autres films ou d'autres œuvres d'art. Avec la machine, hein, qui est ici, là, qui fait fonctionner, qui donne l'énergie à toute la métropole moderne et qui, à un moment donné, apparaît comme le Moloch des temps modernes. Moloch, vous savez, ce dieu biblique qui était censé engloutir les humains et qui était alimenté par les enfants que l'on offrait en sacrifice. Donc, dans le film de Lang, il y a aussi cette référence au Moloch que serait devenue la métropole du futur. Et c'est en même temps très christique, car je trouve que le fils de celui qui dirige la ville du Haut, Métropolis, rencontre un peu par hasard le monde souterrain, et il va à un moment donné remplacer un ouvrier défaillant, et vous le voyez sur cette image, il va prendre sa place pour actionner un certain nombre de mécanismes, et on voit très bien sur le plan esthétique à quel point cette représentation de l'homme est une représentation un peu christique, hein. Il va au sacrifice de sa personne pour permettre il remplace notre être humain. Et il rencontre Maria qui, montre aux enfants d'en bas qu'il existe un monde en haut et qu'il est possible peut-être de réconcilier. Une des problématiques du film, c'est la réconciliation possible entre le haut et le bas, entre l'aristocratie et le prolétariat, en quelque sorte. La métaphore est assez simple, finalement, hein. Et il ne faut pas oublier que Thea von Harbou, à l'époque épouse officielle de Fritz Lang, va se séparer de lui au début des années 30 et adhérer au parti nazi en 1933. Donc, il faut aussi lire le scénario et l'histoire qui se déroule dans ce film un peu à la lumière de ce qu'on sait de l'histoire à ce moment-là de l'Allemagne. Et comme par hasard, il va y avoir un savant fou qui a imaginé une espèce de robot à allure féminine. Donc si vous y voyez un rapprochement avec la guerre des étoiles, c'est pas du tout le fruit du hasard, hein. C'est l'androïde, c'est le futur androïde, qui va être utilisé par ce savant qui est le frère, en fait, du maître de la ville, pour un sombre dessein qui consiste à provoquer la révolte du peuple d'en bas pour pouvoir l'écraser. Vous voyez ? Il y a ce thème-là. Et voilà, il va s'emparer de Maria, cette jeune femme généreuse qui veut réconcilier les deux mondes et qui, vous l'avez vu avec les enfants, et il va, grâce à sa science, s'emparer en quelque sorte du corps de Maria et y diffuser
sa volonté à travers le robot qui voyait connecté au personnage de Maria. Et il va fabriquer une fausse Maria, un avatar on dirait aujourd'hui, mais un avatar maléfique qui va inciter les ouvriers à se révolter et donc à mettre à mal la vie de Métropolis, à mettre en danger la révolte des ouvriers qui va paralyser la machine, va mettre en danger l'existence même de l'ensemble de la métropole. Donc, vous voyez le danger, hein, transparent. Voilà où mène la lutte des classes. La lutte des classes amène à la destruction de la cité. Donc il faut renoncer à la cité. Voilà la fausse Maria, l'avatar en action et excitant les ouvriers de la ville souterraine à se révolter contre leur maître. Voilà une image, un des deux personnages clés, le maître de Métropolis et son frère, en fait c'est son frère, hein, qui est devenu un savant fou, en quelque sorte. Bon, voilà, alors, finalement, réconciliation sous l'égide d'un intermédiaire qui, comme par hasard, bon, on peut très bien passer à ce qu'est justement un Führer. Hein. Dans ce cadre-là, c'est lui qui va réconcilier précisément les classes antagoniques et arriver à ressusciter l'unité d'ensemble et l'harmonie de la cité. Donc, le propos général que je vous présente un petit peu de façon assez confuse est quand même assez limpide quand on le met en rapport avec ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là et aux thématiques qui circulent dans la vie politique et dans les courants idéologiques de l'Allemagne à ce moment-là. Autre vision, autre cinéaste, pour vous montrer la richesse, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le cinéma allemand des années 20, c'est à mon avis le meilleur cinéma de l'époque. Hein. On a rarement fait mieux, et pour certains commentateurs, l'Aurore de Murnau est considéré, certains disent, comme le plus beau film de l'histoire du cinéma. En tout cas, assurément, un des plus beaux films du muet. C'est encore muet. C'est un film de 1927 que Murnau tourne à Hollywood, car les cinéastes allemands s'exportent rapidement, notamment en Amérique. Donc Murnau, je vous ai mis ces deux images pour vous montrer que dans l'univers de Murnau, précisément, on a cette vision ambivalente de la ville qui peut être à la fois maléfique, mais également apporter, contribuer au bonheur des hommes. Et précisément, dans le couple que constituent ces deux personnages, il y a un moment où ils sont sur le point de se déchirer, et finalement, c'est à travers une excursion en ville qu'ils vont se réconcilier et retrouver le bonheur ensemble, et revenir dans leur campagne, d'où ils étaient partis à un moment donné. Donc, vous voyez, la juxtaposition des deux, la ville et la campagne, et qui sont les deux faces de l'histoire humaine qu'il faut arriver à concilier. C'est une thématique très fréquente chez Murnau, qu'on retrouve dans plusieurs de ses films. Et puis, pour terminer sur cette évocation du cinéma, bien sûr, le fameux film de Pabst, La rue sans joie, qui est un des premiers films de Greta Garbo, hein, un des premiers rôles qui fait de Greta Garbo l'actrice qu'elle va devenir dans les années suivantes. On est en 1925, là, donc c'est au tout début de sa carrière. Rue sans joie, qui est précisément un peu le paysage de la ville allemande de ces années-là, avec sa misère, avec la prostitution comme moyen de survie. C'est un peu le sort qui est réservé à Greta Garbo dans ce film. Voilà. Alors, deuxième point maintenant, vous voyez qu'à travers ce cinéma, on voit comment la ville a un statut un peu ambigu et que donc ça va se retrouver dans les propositions urbaines, urbanistiques ou architecturales de ce temps-là. C'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer deux visions antagonistes de la ville du futur. L'une, celle-ci, qui est donc celle de Ludwig Hilbersheimer, et sa proposition de ville verticale qu'il publie en 1924.
Pour rappel, 1924, c'est l'année après 1923, bien sûr. Et 1923, c'est l'année où est édité par Le Corbusier son célèbre ouvrage « Vers une architecture », que je vous ai déjà cité la semaine dernière, mais à quel point on mesure l'impact de cette publication de Le Corbusier dans le paysage architectural de l'époque. C'est que vraiment, on voit qu'il y a plein d'architectes qui répondent à cet écrit, hein, qui est un écrit polémique, mais qui vraiment a un impact majeur dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme de l'époque. Ludwig Hilberseimer, en quelque sorte, répond, comme je vous ai montré la semaine dernière, Ginsburg, qui également, vous vous rappelez, les couvertures de son ouvrage avec les silos et les avions, qui répondaient au même cliché de Le Corbusier, mais là, un petit peu, c'est pareil. Hilberseimer, il répond là, très exactement, au projet de ville de 3 millions d'habitants qu'a publié Le Corbusier en 1922 et qu'il reprend ensuite vers une architecture en 1923. Et lui aussi propose une sorte de ville verticale, comme Le Corbusier le fait dans sa propre publication. Alors cette ville verticale, qui est vraiment assez terrifiante quand on la voit, bon, il faut vraiment la voir comme simplement un objet, en quelque sorte, théorique et absolument, comment dire, sans fondement concret. C'est simplement un élément dans le débat qui a lieu en Europe à ce moment-là sur que peut être la ville du futur, la ville machine telle que la propose Le Corbusier aussi. Cette ville verticale, vous la voyez, elle est composée de plusieurs niveaux, avec en particulier la séparation entre les circulations et l'habitat, qui va devenir un des leitmotifs de l'architecture moderne. Séparation des circulations et séparation des circulations piétonnes et automobiles. Et en même temps en bas, vous voyez ici un métro, donc il y a plusieurs niveaux de circulation, c'est la ville moderne et la ville où on circule. Et il faut assurer la circulation de ces flux. Cette circulation est au cœur de la réflexion sur que doit être la ville moderne. D'autre part, vous voyez qu'il y a une séparation entre comment dire, les fonctions de travail qui se concentrent ici et d'habitat qui sont au-dessus. Donc il y a ainsi un certain nombre d'éléments qui vont constituer un peu la trame de la réflexion sur la ville moderne à ce moment-là de l'histoire de l'Europe. Voilà une autre vue, vous voyez, avec également... Alors là, pour le coup, oui, c'est inquiétante quand même de la ville du futur. Alors Hilberseimer, il a aussi enseigné au Bauhaus plus tard. Bon, c'est quand même un nom important dans l'histoire de l'architecture, même s'il n'a pas beaucoup construit, mais il a beaucoup contribué à la réflexion par ses écrits, ses propositions, et il a alimenté le débat général. Avec même, vous voyez, des propositions de cités-jardins d'un nouveau genre, combinant l'habitat individuel et l'habitat collectif. Car là, on est précisément au moment où se pose la question, quelle est la forme d'habitat qui est souhaitable? Là, et là, en Allemagne, ça va se poser très concrètement. Je veux dire, il va y avoir vraiment des projets que je vais vous montrer qui sont dans les deux sens. La cité-jardin, ici, qui essaie de combiner à la fois des maisons en bande, vous voyez ici, et des habitats collectifs de type immeuble en lame, hein, que vont proposer en particulier les architectes du Bauhaus. Et voilà une proposition pour le moins iconoclaste. Nous parlerons dans la prochaine séance de Le Corbusier et de son plan voisin pour Paris, où il proposait de raser le centre de Paris pour faire place à une ville nouvelle, de type vertical justement, et où l'on garderait quelques monuments épars pour témoigner de l'histoire passée de la ville de Paris. Voilà une proposition de Hilberseimer que je vous mets là parce que précisément on est au même moment. Hein. C'est des propositions qui paraissent totalement démentes, absolument farfelues, mais qui étaient dans l'air du temps et en tout cas qui faisaient partie du débat.
Alors, je vous situe les lieux. C'est une ville, voilà une vue verticale, enfin pas verticale, une vue aérienne du centre de Berlin, Berlin-Mitte, avec Unter den Linden est ici, vous voyez là. Voilà. Là, vous avez l'opéra qui se trouve, qui donne sur Unter den Linden ici. Voilà, et l'université Humboldt quelque part en face. C'est là qu'on a brûlé en 1933. C'est là qu'on procédait aux autodafés. Hein. Si vous allez à Berlin aujourd'hui, vous verrez ici, il y a un petit monument commémoratif qui signale que c'est en ce lieu-là qu'on a brûlé, quelques années après ces dessins, pour de vrai, on a brûlé des livres là. Bon, alors je reviens en arrière. Où c'est qu'on est à Berlin? Si vous connaissez Berlin, ça c'est Gendarmenmarkt, la place des gendarmes, hein, où il y a de très beaux bâtiments de style baroque, ici, du XVIIIe siècle, avec notamment ici une salle d'opéra et de théâtre de Schinkel, le grand architecte néoclassique. Donc on est au cœur de Berlin, vous voyez, au cœur de Mitte. Et là, voilà, ce que propose Hilbergheimer, bon, hein, d'installer ces barres d'immeubles là, bien orientées au sud, vous voyez. Voilà, donc on est vraiment dans un univers où l'on n'hésite pas à vraiment oser des choses, en tout cas théoriques, qui semblent absolument abracadabrantes aujourd'hui. Maintenant, notre côté, je vais vous parler un peu plus longuement maintenant d'un architecte qui mérite vraiment qu'on le remette un peu au goût du jour, parce qu'il a été un peu oublié, et c'est vraiment dommage, parce que c'est un grand personnage, donc Bruno Taut, qui a été à la fois un grand architecte des cités-jardins à Berlin notamment, et qui en même temps, à l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, est quelqu'un qui est habité par un esprit vraiment de révolte et de volonté de bouleversement de l'ordre ancien, qu'il faut comprendre dans le contexte de l'Allemagne de la fin de la guerre. Je ne sais pas si vous savez qu'en 1918, il y a eu une révolution en Allemagne quand même. Hein. Nous savons que nous avons battu l'Allemagne, qui a donc capitulé, mais pendant ce temps-là, il s'est produit une révolution en Allemagne qui a renversé le régime impérial et qui a établi les prémices d'une république, d'un nouveau régime. Et dans ce bouillonnement révolutionnaire de l'année 18-19, il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est à peine un an après la révolution bolchevique. Hein. Pensez à tout ça. Et précisément à Moscou, à l'époque, ou à Saint-Pétersbourg, on rêve de la révolution allemande. On se dit que la révolution russe, c'est le premier pas, mais que bientôt, ce qui va suivre, c'est la révolution allemande, et que le vrai avenir du socialisme se joue en Allemagne. L'Allemagne est le pays le plus industrialisé d'Europe. C'est là où il y a la classe ouvrière la plus développée. C'est là qu'il y a le parti social-démocrate le plus puissant. Donc, aux yeux des bolcheviks à Moscou, l'avenir du socialisme se situe en Allemagne. Et effectivement, l'Allemagne est prise de convulsions révolutionnaires pendant ces mois, et au moins la première année qui suit la chute du régime impérial et l'établissement donc d'un nouveau régime très intellectuel, architecte et artistes qui vont fonder, dans le contexte de la révolution allemande, un groupe d'action, comme il y avait des comités d'action en 68, vous savez, un groupe d'action qui va s'appeler November Group, donc le groupe de novembre, vous voyez, qui fait référence à la chute du régime et à la révolution de novembre 1919 aussi. Un an après, il y a un nouveau mouvement révolutionnaire qui va conduire d'ailleurs à l'écrasement de ce mouvement par les corps francs. Oui. Alors, Bruno Taut s'est fait connaître avant-guerre, notamment par des pavillons qu'il a édifiés en 1913 à l'occasion d'une exposition internationale du bâtiment qui s'est tenue à Leipzig. Donc, et vous voyez que ce pavillon fait une très grande place au verre. Pour lui, le matériau d'aujourd'hui, le matériau de l'avenir, c'est le verre. Le verre doit devenir un matériau privilégié dans l'architecture
du XXe siècle. Et il en fait la démonstration avec ce premier pavillon qui sera déjà salué à ce moment-là, sera remarqué, et encore plus l'année qui suit, où se tient à Cologne une grande exposition organisée par le Deutscher Werkbund, c'est-à-dire un regroupement qui s'est formé une dizaine d'années auparavant, d'architectes, d'artistes et d'industriels pour essayer de concevoir à la fois une architecture et des produits fabriqués par l'industrie et imaginés par les artistes. C'est le point de départ, si vous voulez, c'est une des racines de ce qu'on appellera plus tard le design industriel, dont l'Allemagne va devenir un des pays pilotes. Et ce Deutscher Werkbund organise en 1914 une grande expo à Cologne où on remarque encore une fois ce magnifique pavillon de verre, toujours de Bruno Taut, dont vous voyez ici une image de synthèse d'aujourd'hui, en 3D, qui permet de mesurer l'effet visuel que pouvait avoir ce pavillon avec ces grands carreaux de verre ici, illuminés de l'intérieur, avec, vous voyez, la coupe qui permet de mesurer l'ampleur de la sorte de coupole qui surmonte l'édifice, et puis vous voyez des photos prises à l'époque, à quoi ça ressemblait avec ce jeu, vous voyez, de la lumière qui est réfractée ou filtrée par ces parois de verre et qui produit des effets assez prodigieux sur le plan visuel. Voilà l'escalier, vous voyez, par exemple, qui montre comment ce verre construit une véritable réalité différente. Et en 1919, ce même Bruno Taut édite un livre qui me paraît très, très intéressant, qui est intitulé « Une couronne pour la ville », Die Stadtkrone, qui est édité en 1919 et que voici, voilà, qui, si vous voulez vous le trouver en français, bon, vous pouvez vous l'acheter, il est facile à trouver sur Internet, et donc il a été édité en 1919. Quelle est son idée de départ? Vous voyez d'ailleurs le choix de l'éditeur de mettre en page de couverture un temple indien. Hein, un temple indien. Voilà un extrait du livre, au début de la partie qu'il consacre à la description de sa couronne pour les yeux. Quelle est l'idée globalement? C'est que, il suffit de lire le texte, c'est assez explicite. Le projet présenté dans les pages qui suivent tente de montrer comment, dans une ville nouvelle, on pourrait vraisemblablement parvenir au but suprême, au couronnement de la ville. Dans les villes anciennes, la cathédrale ou simplement l'église, la pagode, le temple, l'acropole dominent la ville. Quel sera le couronnement de la ville nouvelle? Il peut paraître audacieux, voire présomptueux, d'oser quelque chose qui aille dans la même direction. Mais il faut qu'au moins une fois la tentative soit faite. Voilà. Donc, il se réfère au fait que dans l'histoire de l'humanité, quelles que soient les civilisations, les cultures, de l'Europe à la Chine, du Moyen-Orient à l'Amérique précolombienne, etc., il se trouve qu'on observe que les villes, surtout les villes capitales ou les villes principales, sont organisées autour d'un ensemble monumental qui est un peu la couronne de la ville et qui donne son sens, au sens même spirituel du mot, à la ville. C'est-à-dire que la ville ne peut pas se concevoir sans ce niveau de spiritualité qui s'incarne dans la pierre, en quelque sorte, à travers des monuments. Pensez aux cathédrales, bien entendu, du Moyen-Âge, hein, qui est l'exemple flagrant de ce type d'observation. Donc il se propose finalement, à chaque grande époque de l'histoire culturelle, c'est l'édifice qui s'arrache aux pesanteurs terrestres, qui attire les regards de tous, et vers lequel tend la volonté de bâtir propre à cette époque-là. Ce qui est à l'opposé de la conception actuelle, tellement étriquée de l'art de construire. La cathédrale qui domine la vieille ville, la pagode qui s'élève au-dessus des huttes des Indiens, le gigantesque ensemble des temples dans le quadrilatère de la ville chinoise, l'acropole qui domine les modestes maisons d'habitation de la ville antique, tous ces monuments montrent que l'ouvrage le plus éminent
cristallisation de la vision religieuse d'un peuple, est tout à la fois le point de départ et l'aboutissement ultime de toute architecture. Voilà, hein, donc vous voyez le propos, je vais à la fin du paragraphe. À l'époque gothique, c'est la même ferveur qui dressait les cathédrales dans leur stupéfiante hardiesse et garantissait l'imprégnation spirituelle des exigences pratiques et constructives jusque dans les bâtisses les plus simples. Et il fait suivre ses observations d'un recueil d'images, de gravures, de photographies qu'il a compilées et qui figurent dans ce livre, dont il y en a plusieurs dizaines d'exemples, puisés dans tous les domaines, dans toutes les cultures et les civilisations différentes, européennes et non européennes. J'en ai choisi quelques-unes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, ce sont des gravures anciennes. On voit ici, je crois que c'est Strasbourg par exemple, ici, Paris, mais aussi l'Acropole d'Athènes, mais aussi l'évocation de ziggourats mésopotamiennes, ou des temples d'Angkor Wat au Cambodge. Donc, je m'arrête là pour les exemples, mais il y en a comme ça toute une série qui puise dans le monde entier pour étayer son propos. Et donc, on arrive ici à un autre passage où il dit « Il y a une notion à laquelle adhèrent riches et pauvres et dont on perçoit partout l'écho, une notion qui, pour ainsi dire, annonce un christianisme d'une forme nouvelle, l'idée sociale. » Vous voyez comment on rejoint ici ce qu'on a vu au XIXe siècle avec, chez les théoriciens, les utopistes du XIXe, cette idée que le christianisme des temps anciens est une source d'inspiration pour ce que peut être la société de demain basée sur la fraternité, bon, des choses comme ça. On retrouve ça ici dans son propos. L'idée sociale, le sentiment de devoir contribuer à sa manière au bien-être de l'humanité, de devoir lutter pour le salut de son âme, pour soi-même et donc aussi pour d'autres, et de devoir se sentir solidaire de tous les hommes. Ce sentiment vit, ou du moins sommeille en chacun de nous. Le socialisme, au sens apolitique ou suprapolitique, entendu non pas comme une forme de domination, mais comme la simple relation des hommes les uns avec les autres, enjambe l'abîme qui sépare les classes et les nations et relie les hommes entre eux. Si c'est aujourd'hui quelque chose peut couronner la ville, c'est bien l'expression de cette idée. Vous voyez comment il essaie de marier les théories sociales en cours à l'époque qu'il vit et cette lointaine tradition des religions comme le christianisme avec donc leur dimension spirituelle pour l'homme. Voilà, qui l'oppose un peu au matérialisme qui a découlé de la société industrielle. Et il nous propose donc un plan de ville, une ville qui répondrait à cette fonction. Voilà, avec ici les images qu'il a lui-même élaborées, d'une ville, vous voyez, qui a un plan circulaire et qui, en son centre, aurait justement cette fameuse couronne de ville, qui est ici en noir, ce rectangle noir, ici. Et vous avez ici les quartiers d'habitation, ici un grand parc, une grande zone de verdure qui pénètre jusqu'au cœur de la ville. Ici, le chemin de fer, vous voyez écrit Bahnhof, la gare, et les zones industrielles qui l'accompagnent. Tout ce qui est assuré ici, ce sont les zones d'habitation. Vous voyez la légende en bas pour ceux qui pratiquent l'allemand. Wohngebiet, les quartiers d'habitation, littéralement, ici. Le grand parc, ici. Le tout orienté nord-sud, de manière à pouvoir bénéficier de l'orientation est-ouest pour l'habitation. Voilà en gros. Et donc, je vous lis un peu le texte. Attendez, hein, je vais reprendre un peu mes notes pour retrouver les références. Pardon. Ouais. Alors.
L'ensemble est inscrit dans un cercle d'environ, je lis le texte intégral de Bruno Taut, dans un cercle d'environ 7 km de diamètre, au centre duquel se trouve la couronne de la ville. Celle-ci, un espace rectangulaire de 800 mètres sur 500, est desservie par les principales artères de circulation. Mais pour des raisons d'esthétique et de trafic, ces dernières ne convergent pas en son milieu. Elles l'allongent pour s'en écarter ensuite selon un tracé rayonnant fait de grands arcs. Vous les voyez, les grands arcs, hein, sur le schéma général. Prévu dans la partie orientale du schéma, la ligne de chemin de fer décrit un arc similaire. Si bien que l'activité commerciale peut se développer entre la gare et le centre-ville. C'est dans ce quartier que prendraient place les bâtiments administratifs, l'hôtel de ville et autres édifices du même genre. Plus loin, adossées à la voie ferrée, les fabriques s'étendent jusqu'à la périphérie. Situées à l'est, elles épargnent leur fumée à la ville. C'est donc tout ceci qui est décrit là, cette partie-là, avec, vous voyez ce que je vous disais, le cercle l'arc de cercle de la ligne de chemin de fer, le quartier administratif ici, voilà. Ensuite, un peu plus loin, les rues des quartiers d'habitation respectent pour l'essentiel une direction nord-sud, afin que les façades des maisons bénéficient du soleil levant et couchant, et que rues et jardins soient protégés du vent. L'aménagement de ces quartiers est entièrement conçu dans l'esprit de la cité-jardin. Vous voyez que la référence est toujours la même, avec des rangées de maisons individuelles basses, assorties de jardins profonds, comme on le voit sur les illustrations qui l'accompagnent. Voilà. Et la superficie globale de la ville est de 38,5 km², celle de l'aire d'habitation de 20 km² environ. Dans le cas d'une construction du type cité-jardin, la ville pourrait abriter 300 000 habitants, soit 150 personnes par hectare, et dans le cas d'une extension, on pourrait aller jusqu'à 500 000 personnes. Donc voilà un peu. Et voilà maintenant comment il imagine la couronne de la ville, de cette ville modèle à construire. Le centre, la couronne elle-même, rassemble toutes les constructions qui répondent aux tendances sociales évoquées plus haut et qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants dans les domaines de l'art et du divertissement. Vous voyez que la couronne de la ville est consacrée non pas au pouvoir, hein, comme le château fort de nos villes médiévales, par exemple, mais aux besoins dans le domaine de l'art et du divertissement. Voilà ce qui doit couronner la ville moderne. 4 grands édifices formant une croix, orientés selon les directions cardinales, et abritant un opéra, on est ici, un théâtre, une grande maison du peuple et une salle de réunion plus petite, couronnent cet ensemble. Leur sortie donne sur 4 directions opposées. Bien. Et puis, on en arrive à ce bâtiment qui domine le tout et qui a l'air d'illuminer, justement, l'ensemble de la ville. Pensez on pourrait dire, au prototype de la tour de verre qu'on a vu en 1914 à Cologne. Voici, dans le texte, exactement la maison de... comme ça qu'il l'appelle. Voilà. La croix constituée par ces 4 grands édifices est le couronnement de l'ensemble architectural. Vous voyez ici, ici et ici. Néanmoins, ce massif bâti n'est pas encore à lui seul la véritable couronne. Il n'est que le socle d'un édifice suprême qui, architecture pure, déliée de toute fonctionnalité, trône sur la ville. C'est la maison de cristal, construite en verre, cette matière qui sert de matériau de construction, mais qui signifie bien davantage par sa nature transparente, réfléchissante, scintillante. Vous voyez un peu cette vision tout à fait singulière de la couronne de la ville. Cette maison ne contient rien d'autre qu'une magnifique pièce que l'on atteint par des escaliers et des passerelles depuis le théâtre et la maison du peuple. Mais comment décrire, même approximativement, ce que l'on ne peut que construire? Quand le soleil au zénith inonde de sa pleine lumière la haute pièce et se brise en d'innombrables
et se brise en innombrables reflets quand au couchant il emplit le sommet de la voûte et que sa lueur rouge approfondit la riche coloration des tableaux de verre et les œuvres plastiques, nos sentiments les plus profonds et les plus grands doivent en être éveillés. C'est ici que l'architecture renouvellera la belle alliance qu'elle avait scellée avec la sculpture et la peinture. Vous voyez cette vision absolument étonnante et grandiose de ce que peut être une architecture de notre temps, au service, on pourrait dire, de la spiritualité générale de l'humanité que l'on pourra régénérer. Là, il y a une fonction, vous voyez, régénératrice de l'architecture dans l'esprit de Bruno Taut. Et alors, pour aller plus loin encore, dans cette exploration des possibles, il publie la même année, 1919, un autre ouvrage qui également va faire sensation, l'architecture alpine. Architecture alpine parce qu'elle prévoit l'installation sur les sommets alpins ou dans les vallées alpines d'architecture absolument grandiose, basée encore sur l'utilisation du verre à tous les niveaux, et soit donc des effets de transparence, soit des effets de miroir dans le paysage, vous voyez, qui donc comment dire, organise une vision absolument grandiose de l'architecture au service du paysage, en quelque sorte. Alors, voilà par exemple une vallée qui serait occupée par des constructions en verre qui constitueraient donc une cristallisation, vous voyez, architecturale au sein des sommets qui l'entoureraient. Voilà en couleur. Tout ça, ce sont des dessins, c'est tiré de son ouvrage. Hein. Donc vous voyez, il travaille sur la couleur. Et il prévoit même qu'on pourrait raboter certains sommets, les polir en quelque sorte, les recouvrir de verre ou d'éléments réfléchissant la lumière et donc provoquer comme ça, vous voyez, des effets lumineux absolument étonnants. Et même couvrir certains sommets de véritables dômes de cristal, comme ici, et en particulier, là, il le prévoit au sommet. Alors là, c'est un endroit précis. Ça, c'est le lac de Comme, vous voyez, au nord de l'Italie, la Suisse. Et ça, c'est le Monte Generoso, qui domine la région. Et donc, il propose qu'on le recouvre comme ça d'un dôme de cristal, de sorte, qui illuminerait le paysage. Donc, vous voyez, on a quand même une vision absolument étonnante en 1919. Mais quand j'étais en train de travailler à tout ça, je me disais, mais en ce moment, il y a dans le monde des gens qui ne sont pas du tout animés par le même esprit que Bruno Taut, mais il y a des gens qui sont en train de construire des choses qui ressemblent à ça. Je pense à l'Arabie Saoudite. Vous avez tous entendu parler du projet de Neom, cette ville absolument abracadabrante au nord de l'Arabie, qui se propose littéralement de couvrir le paysage de construction précisément en verre et en matériaux comme ça. Et donc finalement, les anticipations qui nous paraissent absolument démesurées à cette époque-là de Bruno Taut trouvent aujourd'hui un écho dans certaines extravagances, je dirais, architecturales, qui sont en train en partie de se réaliser. Puisque par exemple, en Arabie Saoudite, on prévoit pour les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques de recouvrir des montagnes de neige et de glace pour les sports d'hiver. On en est là quand même. Donc, les élucubrations apparentes du début du XXe siècle semblent trouver un débouché aujourd'hui dans un certain, cette démesure architecturale qui gagne certains pays. Et voilà, par exemple, comment il voyait entre le Mont Rose, un des principaux sommets des Alpes, qui est 4600 mètres par là, je crois, pas. Et là, c'est le Matterhorn, c'est-à-dire ce que nous appelons nous le Cervin, le Cervin ici, Matterhorn pour les Suisses. Donc entre le Matterhorn et le Mont Rose, vous voyez comment il envisage de couvrir les montagnes. Bon, tout ça, évidemment, est imaginaire, paraît abracadabrant,
mais c'est merveilleux de poésie en même temps. Hein. Bon, il y a quelque chose là chez Bruno Taut, tout à fait étonnant. Et c'est pour ça que je voulais consacrer quand même un moment à cet architecte qui est aujourd'hui méconnu, mais qui mérite quand même un détour, d'autant plus que par ailleurs, très prosaïquement, il a beaucoup travaillé au logement social, puisqu'il a été associé justement à la résolution, tentative de résolution des questions du logement moderne en Allemagne, et qu'il a construit à Berlin au moins 2 cités-jardins, ce qu'on appelle des Siedlungen en allemand, des colonies en quelque sorte, qui sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc là je vois qu'on approche de la fin de l'heure, donc je vais juste ébaucher cette partie que je reprendrai la prochaine fois parce qu'elle est quand même importante. Ce mouvement a été amorcé, vous voyez, dès avant la guerre de 14, en écho au mouvement des cités-jardins en Angleterre qui a eu beaucoup d'impact en Europe, je vous l'ai dit, notamment en Allemagne. Et la première cité jardin historique, c'est celle de Hellerau, près de Dresde. Vous voyez, sa date de construction, 1909. Je terminerai sur ça parce que je vois qu'on arrive à 3h30. Elle a été édifiée grâce à l'argent d'industriels du meuble, hein, qui a fourni les capitaux pour démarrer le chantier. Et elle s'inspire donc des préceptes des cités-jardins anglaises, avec en son centre un bâtiment singulier. Voilà l'habitat, vous voyez, qui est un habitat qui s'inspire de l'habitat traditionnel un peu allemand. On est en Saxe ici, hein, à Hellerau. Donc c'est vraiment un peu une architecture de type régionaliste qui n'a rien de révolutionnaire, mais le bâtiment en son centre, donc qui est le Festspielhaus, qui a été construit très vite après les premiers bâtiments, a une certaine importance historique parce que ça va être un peu, comment dire, un carrefour de l'intelligentsia allemande à ce moment-là. Il va y avoir beaucoup d'activités et de rencontres dans ce lieu entre divers intellectuels, artistes, etc. Et donc, elle va avoir un rôle important dans la vie culturelle allemande. Je voudrais en dire juste un mot pour terminer, puisque là, par exemple, c'est là qu'on a fait venir l'initiateur de ce qu'on appelle la danse rythmique. Vous savez, le Suisse Émile Jacques Dalcroze. Ça vous dit quelque chose? La danse rythmique qui a été proposée par Dalcroze est considérée comme un moyen de régénérer le corps humain, et en même temps de l'élever à un certain degré de spiritualité. C'est une réflexion sur le corps, travail sur le corps qui travaille l'Europe à ce moment-là. Hein. C'est pas le seul à aller dans ce sens-là, mais l'Allemagne en particulier a été très sensible à ces questions du corps et du renouveau, de la régénération de l'homme par le biais de certains types d'activités physiques. Ça s'inscrit dans ce courant-là. Et c'est là aussi qu'en 1921, Alexander Neil va fonder son école, fondée sur la pédagogie nouvelle, qu'il appelle Summerhill. Et ça va vous dire quelque chose quand même. Bon, peut-être parmi vous qui ont pratiqué l'Alexander Neil dans le texte. Hein, et si ce n'est dans la réalité. Bon, les préceptes de Summerhill se sont beaucoup popularisés en France dans les années 60 et post-68 en particulier. Hein. Bon, donc, je veux dire, voilà, un lieu où converge une certaine partie de l'intelligentsia allemande et qui va donc jouer un rôle important dans la vie donc, intellectuelle de ce temps. Et puis, voilà. Bon, et donc, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, là, dans les vacances, donc. Bon, alors là, j'ai un petit problème parce que on va arriver, bon, ça va faire 15 jours. Je vais finir ça, j'ai quand même des points importants là. Et puis, je vais voir après, je vais négocier avec les... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.